Le Burkina Faso est passé à côté d'un autre coup d'État le 8 octobre dernier. C'est le ministre en charge de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, qui l'a annoncé au cours d'une conférence de presse animée aujourd'hui à Ouagadougou. Laure Zongo, c'est le nom de la meilleure journaliste de l'année. Elle vient de remporter pour la deuxième fois consécutive ce prix décerné chaque année à l'occasion de la Journée nationale de la liberté de presse par le Centre national de presse Norbert Zongo. Dans ce journal, nous irons aussi dans la province de la Kossi où les espoirs de bonnes récoltes sont minces, bien que la situation ne soit pas alarmante. Mesdames, Messieurs, voilà les grandes lignes de ce journal. Bienvenue, bonjour à tous. On en sait plus sur l'affaire du pont Nazinon intervenu le 8 octobre dernier où le poste du gendarmerie de Pau a intercepté 4 individus qui se révéleront par la suite être des militaires déserteurs de l'ex-RSP. Lors de leur transfèrement pour une vérification approfondie d'identité, ces individus ont tenté de résister, causant la mort de 2 d'entre eux. Au cours d'un point de presse animé aujourd'hui 21 octobre, le ministre en charge de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, nous dit davantage sur l'identité de ces individus. Il s'exprime au micro de Ignace Ismaël Nabolé. Des auditions menées à l'issue de ce forfait, il ressort que 4 suspects sont un groupe, les 4 suspects sont un groupe de militaires de l'ex-RSP dont 3 sont des déserteurs recherchés pour leur participation dans l'attaque de la poudrière de l'armée à Yimdi en janvier 2016 et qui revenaient d'un pays voisin pour participer à une action d'atteinte à la sûreté de l'État. En effet, à la suite des investigations menées, les enquêteurs de la police judiciaire ont découvert la préparation en cours d'un vaste complot qui visait la déstabilisation des institutions de la République et la prise du pouvoir par la force des armes. Quelle était l'intention et le plan d'action de ces comploteurs? Selon les dénonciations suivies d'explications faites par certains membres du groupe et corroborées par d'autres ex-RSP contactés par les organisateurs de cette action déstabilisatrice, mais qui ont refusé d'y adhérer, l'adjudant-chef Koulibaly Gaston, secondé par le sergent Zerbo Khalifa, et le soldat de première classe Yedemou Issaka, tous de l'ex-RSP, ont travaillé à recruter une trentaine de militaires ex-RSP, à qui ils ont tenté de faire croire que l'armée et les autres militaires les marginalisaient dans les corps de troupes. Alors, sur cette base, et avec l'argent qu'ils leur donnaient ou promettaient, certains ont adhéré au projet d'attenter à la sûreté de l'État. C'est ainsi que plusieurs réunions ont été tenues à Ouagadougou et dans d'autres garnisons pour échafauder la manœuvre. Les objectifs de ce groupe d'environ 30 hommes, composé essentiellement de sous-officiers et de militaires de rang de l'ex-RSP étaient, premièrement, attaquer la caserne de la gendarmerie à Ouagadougou. Deuxièmement, attaquer la maison d'arrêt et de correction des armées MACA pour libérer les détenus. Troisièmement, séquestrer certaines autorités. Quatrièmement, s'attaquer à la présidence à Kosiam pour prendre le pouvoir par les armes. L'opération devrait avoir lieu le samedi 8 octobre à minuit. Suite à la mort des 2 hommes du noyau dur du groupe tombés à Pau, qui venaient en renfort d'un pays voisin, le sieur Koulibaly Gaston, chef des opérations, a décidé de la mise en œuvre du plan B qui consistait à créer une mutinerie dans l'armée. Pour ce faire,
Ces éléments devaient s'emparer des armes des militaires dans les postes de garde et effectuer des tirs tous azimuts dans toutes les garnisons afin de créer le chaos. Cette action devait être faite la nuit du dimanche 9 octobre à minuit. Celle-ci a également échoué par la prompte réaction du commandement militaire qui avait déjà instruit la vigilance à toutes les unités. Face à ce énième échec, l'adjudant-chef Coulibaly, au dire de ses complices, avait projeté un plan C, qui est de créer une rébellion armée en opposant les différentes entités de l'armée nationale par des actions de désinformation via les réseaux sociaux et directement dans les casernes. À la date d'aujourd'hui et à l'issue des enquêtes, plusieurs perquisitions ont été menées et du matériel militaire saisi. À la date d'aujourd'hui, 21 octobre 2016, le bilan des enquêtes et des perquisitions est le suivant. 12 militaires entendus, 19 militaires gardés à vue, dont 10 ont déjà été déférés et présentés au commissaire du gouvernement. 10 civils ont été entendus. Une personne toujours en fuite, en l'occurrence l'adjudant-chef Coulibaly Gaston. Une saisie de matériel militaire a été faite, dont un fusil Kalachnikov, 6 chargeurs garnis et plusieurs centaines de cartouches. Les investigations se poursuivent et d'autres interpellations et saisies ne sont pas exclues dans les jours à venir. Tout autre chose à présent, et nous parlons de la 56e anniversaire de la commémoration de la fête de l'indépendance qui sera célébrée le 11 décembre prochain à Kaya. À jour J-52 de l'événement, le ministre en charge de l'administration territoriale Simon Compaoré, par ailleurs président du comité national d'organisation, était hier 20 octobre à Kaya où il a procédé à la mise en place du comité national d'organisation du 11 décembre, puis visité le chantier en cours et donné des instructions fermes pour le respect des délais pour les festivités. Les travaux de réalisation du chantier des infrastructures du 11 décembre se poursuivent normalement et sont à des stades assez satisfaisants, a constaté Simon Compaoré, qui a exhorté les entreprises à tout faire pour finir les travaux avant la date butoir pour la remise des clés au comité national d'organisation fixé au plus tard au 25 novembre 2016. Environ 23 milliards de francs CFA seront investis dans la région du Centre-Nord, 33 km de bitume, des infrastructures d'accueil de sport, de loisirs et d'unités socio-économiques devront donner un autre visage à la cité de Cuy et des brochettes au Kourakura. Le Burkina Faso a célébré hier, jeudi 20 octobre, la journée nationale de la liberté de la presse. À cette occasion, le prix de la meilleure journaliste de l'année a été attribué à Laure Sawadogo de la radio Légende pour la deuxième fois consécutive. Le jury, présidé par l'ancienne présentatrice du journal de la télévision nationale, Jeanne Coulibaly, a été séduit par une interview que la lauréate a menée sur la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida. La journaliste a relaté le cas assez atypique d'un homme vivant avec le VIH-Sida que sa femme séronégative n'a pas abandonné. Soignant de son état, il a contracté le virus accidentellement en se piquant avec une seringue qui contenait du sang infecté. Sa copine ne l'a cependant pas abandonné et s'est même mariée avec lui. Avec la note de 15 sur 20, Laure Sawadogo, lauréate en 2015 du même prix, je vous le rappelle, remporte ainsi pour la deuxième fois le trophée de la meilleure journaliste, plus la somme de 1 million de francs CFA et une bourse d'études d'1 mois à Bruxelles. Au total, 21 journalistes ont participé à ce concours avec 38 œuvres déposées. 2 prix spéciaux ont également été décernés à Mireille Bayala de l'Observateur Palga et à Maria Moudraogo des éditions Citoyens. Le prix de la meilleure journaliste est organisé chaque année par le Centre national de presse Norbert Zongo et ses partenaires à l'occasion de la Journée nationale de la liberté de la presse. Le syndicat national des personnels d'administration et de gestion de l'éducation et de la recherche, SINAPAGER, était face à la presse le mercredi 19 octobre 2016 pour dénoncer les crises qui prévalent au sein du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation.
Outre ces aspects, le syndicat s'est insurgé contre la non-tenue de la conférence des personnels d'administration et de gestion sur le budget programme. Le SYNAPAGE a dénoncé des problèmes de management au sein du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, des problèmes qui se résument à la mauvaise gestion des ressources humaines, à la division des acteurs du système éducatif, au favoritisme et à la politisation accrue de l'administration éducative. Les espoirs de bonne récolte sont minces dans la province de la Kossi. La mauvaise répartition des pluies a eu pour conséquence des inondations et des poches de sécheresse. Certaines spéculations telles que le maïs et le riz ont pris un sérieux coup. Cependant, l'heure n'est pas à s'alarmer, rassure le directeur provincial de l'agriculture et des aménagements hydrauliques de la Kossi. Bounou Traoré est au micro de notre correspondant à Nouna, Bourema Badine. Nous avons connu cette année une situation vraiment controversée parce que de la deuxième décade du mois de juillet jusqu'à la deuxième décade du mois d'août, nous avons connu des pluviométries qui étaient fortes et surtout concentrées, ce qui a amené quelque part des inondations. Nous avons essayé de travailler pour faire un recensement et voir un peu en termes de pertes ce que ça pouvait représenter. Parallèlement à ça, il faut se dire que nous avons connu des postes de sécheresse minière sévères qui ont véritablement joué sur un certain nombre de spéculations. C'est surtout le cas du maïs, le riz dans certaines localités, et même parfois le niébé. Quand le maïs est rentré dans sa phase de piaison, la phase critique en termes de besoins d'eau, véritablement nous avons connu des postes de sécheresse. Comparativement à la campagne précédente, au regard de la situation qui se présente sur le terrain, à vue d'œil, on sait que vraiment il y aura des baisses de rendement pour certaines spéculations. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. On ne sait pas toutes les spéculations qui sont affectées. Moi, je pense qu'il faut espérer. Je pense qu'on aura à manger. Parlons sport. Pour clore ce journal, la 38e édition des championnats d'Afrique de handball hommes et dames débute le vendredi 21 octobre 2016 au Palais des Sports de Ouagadougou. L'AS Douane chez les hommes et l'AS Onéa chez les dames représenteront le Burkina Faso lors de cette compétition. 20 équipes de 14 pays chez les hommes comme chez les dames se disputent le trophée de cette édition. Le match d'ouverture qui se tiendra 1 heure après la cérémonie de lancement va opposer l'AS Douane du Burkina Faso chez les hommes à Ezel du Cameroun à 19h. L'enjeu de ces 38e championnats d'Afrique de handball réside dans le fait qu'ils offrent des tickets pour la Super Coupe d'Afrique de handball face aux vainqueurs de la Coupe d'Afrique des clubs, mais aussi un ticket qualificatif pour la Coupe du monde de handball qui se tiendra au Qatar. Voilà, madame, messieurs, c'est ici que s'arrête ce journal. Toute l'équipe de la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter d'agréables moments en compagnie de nos programmes. À très bientôt pour d'autres sessions d'information.